Alors, que nous dit la science sur la connaissance des lettres et d'écriture? On sait que notre cerveau n'est pas préparé pour apprendre à lire et à écrire, alors qu'il est naturellement constitué pour marcher et parler. Et s'il y a dans notre cerveau des zones qui sont prévues pour le langage oral, il n'y en a pas pour le langage écrit. Pourquoi? Bien parce que le langage écrit, c'est une invention de l'homme, donc tout le monde ne l'apprend pas si on ne l'enseigne pas. Donc pour apprendre les lettres et à écrire, eh bien on va utiliser des zones du cerveau qui servent initialement à d'autres choses. Pour traiter la reconnaissance des lettres, eh bien il y a une zone particulière dans notre cerveau qui prend en charge la reconnaissance visuelle des lettres. C'est la zone qui prend en charge la reconnaissance des objets et des visages. Cette zone du cerveau, elle va se reconfigurer au fur et à mesure de l'apprentissage pour servir la reconnaissance des lettres et des mots écrits. Et nous allons voir pourquoi, pour certains enfants, la reconnaissance, par exemple, des lettres B et D, c'est-à-dire des lettres inversées, est plus difficile et complexe. Vous voyez cette tasse, quelle que soit la face que je vous présente, pour vous, c'est toujours une tasse. Eh bien, pour l'enfant, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand il voit la lettre B et D, c'est la même lettre. Il y a ce que l'on appelle une suradaptation des automatismes que l'enfant va devoir inhiber pour distinguer en fait ces deux lettres. Alors, pour permettre aux enfants de distinguer ce qui est pour lui une seule lettre, on va utiliser en fait la mémoire sensorimotrice. Donc on va demander à l'enfant de repasser les yeux fermés avec son doigt sur des lettres rugueuses, de tracer les yeux fermés la lettre dans de la semoule, et vous accompagnerez ce geste en nommant chaque lettre, bien sûr, afin qu'il les distingue. Donc, quelles sont les conséquences de l'apprentissage de la connaissance des lettres sur la lecture et l'écriture? Que nous dit la science sur cela? Je vais commencer par développer les conséquences que peut avoir l'écriture des lettres sur la lecture. Alors, la maîtrise de la graphomotricité a une influence sur l'aptitude des élèves à identifier les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire sur l'entrée de la lecture. On a dans notre cerveau une mémoire sensorimotrice, c'est-à-dire une mémoire du geste, quelque part qui nous aide à reconnaître visuellement les lettres quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que si vous vous mettez face à un caractère alphabétique que vous savez écrire, vous êtes plus efficient, plus efficace pour identifier ce caractère que si vous ne savez pas l'écrire. Et les études ont montré que les enfants qui n'écrivent pas bien les lettres, sont souvent ceux qui les reconnaissent les moins bien. Or, moins bien reconnaître une lettre, visuellement, est préjudiciable pour l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire que les enfants qui peinent à reconnaître des lettres, risquent de devenir de mauvais lecteurs. Donc, il y a des liens étroits entre la lecture et l'écriture. Alors, comment cela s'explique? Parce qu'il y a une partie des aires motrices qui est très active quand on apprend à écrire. C'est la zone dans laquelle on mémorise les gestes graphiques et qui se réactive quand on fait seulement reconnaître les lettres. Donc, dans notre cerveau, il y a quelque part plusieurs endroits où il y a une mémoire des lettres. Il y a des représentations des lettres qui sont des représentations visuelles, c'est-à-dire l'entrée dans la lecture. On voit d'abord les lettres. Il y a des représentations phonologiques, parce qu'à chaque lettre est associé un son, et il y a une représentation sensorimotrice qui s'acquiert au cours du mouvement du tracé de la lettre. Et ces représentations, ces mémoires, elles sont reliées entre elles de manière assez étroite. Ce réseau, il se met en place au moment de l'apprentissage conjoint de la lecture et de l'écriture. Et une fois qu'il est en place, il suffit qu'il n'y ait qu'une seule entrée, et en l'occurrence l'entrée visuelle, quand on est en train de lire, pour réactiver l'ensemble du réseau
et en particulier cette composante sensorimotrice. Alors former ce circuit cérébral n'est pas simple, c'est-à-dire que la simple exposition d'un enfant à des lettres ne suffit pas. Alors comment créer ces réseaux cérébraux? Eh bien, ou comment nous plutôt on a créé ces réseaux cérébraux? Eh bien parce que quand on était à l'école primaire, l'enseignant nous présentait une lettre, par exemple la lettre A, où l'on voyait bien la forme, et il disait aussi c'est le son A. On a donc créé une association visio-auditive, la forme visuelle de la lettre et le son, et très rapidement on a écrit. On nous a alors demandé de produire le geste qui fait cette même forme, et on a créé cette association triple entre ces trois éléments, ou double entre ces trois éléments. La forme visuelle, le son et le mouvement. Et c'est ce réseau qui est entré en nous de manière définitive et que les élèves doivent construire comme nous l'avons construit. Deuxième point, je vais maintenant aborder quelles sont les conséquences du geste graphomoteur sur l'écriture. Les études montrent qu'un apprentissage graphomoteur qui se passe mal a des conséquences sur la production écrite et la lecture dès le CP. Si la graphomotricité n'est pas automatisée, eh bien l'enfant qui écrit se trouve dans une situation de double tâche, c'est-à-dire qu'il doit gérer à la fois le contenu, lexical, syntaxique, sémantique du texte à écrire, il doit contrôler le geste en cours d'exécution afin que la tâche produite corresponde bien à ce qui est désiré. Et une partie du coup de sa mémoire de travail, de ses ressources attentionnelles, eh bien, est donc allouée au contrôle moteur au détriment des processus linguistiques. C'est un peu comme si on nous demandait aujourd'hui de rédiger un texte en écrivant avec notre main non habituelle, bien que nous ayons déjà des connaissances que les élèves que nous avons dans nos classes n'ont pas. Alors, les textes, eh bien, ils sont de moins bonne qualité, moins riches notamment en termes de contenu, et les enfants, on a pu le constater, rencontrent des difficultés en orthographe qui souvent d'ailleurs émergent en cycle 3. On a des enfants qui entrent à l'école maternelle avec des connaissances sur les lettres apprises au sein de leur famille et d'autres qui n'ont pas du tout encore le concept de lettres. Nous savons que la connaissance des lettres est un prédicteur de la réussite de la lecture. Cela va sans dire que la connaissance des lettres de l'alphabet s'enseigne, c'est loin d'être naturel. Et si nous voulons que tous les enfants à la fin de l'école maternelle aient acquis ce qui est attendu, c'est-à-dire la reconnaissance de chaque lettre de l'alphabet, donc de manière isolée, sous ces trois formes, c'est-à-dire son nom, sa forme graphique et son son, et de leur correspondance dans les différentes graphies, cursive, script et capitale d'imprimerie, eh bien cela va nécessiter la mise en place d'un enseignement explicite, structuré, progressif, différencié et de la petite section à la grande section. Et c'est dans ce sens que l'école maternelle prépare les enfants à lire et à écrire. Et c'est ce que je vais développer maintenant. Je reviendrai tout d'abord sur ce qui est attendu à la fin de l'école maternelle, et puis j'aborderai avec vous les conditions de réussite de cet apprentissage des lettres. Donc je vais revenir en détail sur les attendus et la didactique, c'est-à-dire ce qui donc est à enseigner et comment l'enseigner. Alors on apprend mieux quand on connaît le sens de ce que l'on apprend. Donc bien sûr, les enfants vont découvrir progressivement que l'oral s'écrit utilisant le principe alphabétique. L'enseignante va rappeler les finalités de cet apprentissage des lettres, c'est-à-dire j'apprends à dire le nom et le son des lettres pour apprendre à lire et à écrire des mots. Mais que connaissent les enfants de l'histoire de l'alphabet? Pourquoi un jour on a créé un alphabet? Pourquoi la lettre A s'écrit A, comme cela? Les élèves sont souvent friands de ces histoires qui parlent des origines de ce qu'on apprend.
Et l'ouvrage, en fait, l'alphabet expliqué aux enfants, qui raconte l'histoire de la création de l'alphabet, eh bien, peut être un appui pour raconter, à votre tour, comment est né notre alphabet. Le sujet est très simple, c'est l'histoire de notre alphabet, c'est-à-dire l'alphabet avec lequel on écrit tous les jours, on lit tous les jours A, B, C, D, E, F. Et j'ai fait poser aux enfants, et je me suis posé la question avec eux, d'où vient cet alphabet? Ça veut dire à la fois l'histoire, d'où ça vient d'un point de vue géographique, d'où ça vient d'un point de vue historique, d'où ça vient d'un point de vue des formes. Pourquoi le A a cette forme que nous lui connaissons, le B, etc. Et j'ai montré premièrement aux enfants que l'alphabet, ce n'est pas l'écriture, parce qu'on peut avoir des écritures qui n'ont pas d'alphabet, comme l'écriture chinoise. L'alphabet, c'est un système très simple, c'est un ensemble de signes très restreint, entre 20 et 30, qui permet d'écrire et de prononcer tous les sons. Et j'ai montré que l'alphabet est né dans le Sinaï par la rencontre entre deux civilisations, la civilisation cananéenne et la civilisation égyptienne, et que bien que les Égyptiens, dans leur écriture hiéroglyphique, une écriture, avaient déjà une sorte de germe d'alphabet, n'ont pas été, c'est une question importante pourquoi, jusqu'à élaborer de manière définitive un alphabet. Et cet alphabet avait les images suivantes, dans l'ordre: une tête de taureau, une maison, un chameau, etc. Pourquoi ces signes? Parce que les inventeurs de cet alphabet ont pris des mots importants, comme le mot taureau, qui en cananéen se disait Aleph, et on retient que le début du son. Aleph, on retient A. La maison, en cananéen, comme d'ailleurs aussi en égyptien, se disait Baït. On a retenu le premier son B. Le chameau se disait Gamal. On a retenu le premier son un peu plus retenu, le que, c'est. Le que, comme dans canard, par exemple. Et donc j'ai montré comment donc des ouvriers, dans des mines de turquoise du désert du Sinaï, des ouvriers non égyptiens, mais qui travaillaient pour les Égyptiens, des ouvriers cananéens, à la rencontre de la culture égyptienne, ont eu le génie d'inventer cet alphabet. Et l'histoire de la forme, elle est très simple, c'est que au début, comme en hiéroglyphe, on dessinait toute une image, et au fur et à mesure, il y a eu une réduction de l'image. Par exemple, on va prendre l'exemple le plus simple de la lettre A. Au commencement, on a tout un taureau. Donc, c'est comme ça, on les trouve chez les hiéroglyphes. Puis ils se sont dit, on va dessiner que la tête de taureau. Et puis après, on a gardé que les cornes. On a eu un renversement. Les cornes sont rentrées à l'intérieur. Les cornes se sont devenues beaucoup plus angulaires. Et quand c'est passé chez les Grecs et chez nous, on a eu la lettre A. Alors le E, c'est très simple. Ça représentait, on a trouvé ce signe d'un homme debout qui chante avec les bras levés. On a simplifié de la même façon pour garder que l'essentiel, ce sont les bras levés. Ensuite, on a oublié la tête, qui n'était pas nécessaire. Et puis là, on a, comme de la même façon, la lettre s'est retournée et on a la lettre E. Voilà l'histoire de l'alphabet, et j'ai montré aux enfants, dans des questions courtes et des réponses courtes, l'évolution de cet alphabet, et qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui d'un point de vue philosophique, d'un point de vue à la fois archéologique, d'un point de vue historique et d'un point de vue poétique, parce que je pense qu'il y a une très grande portée poétique, mais d'une poésie qui ouvre à la philosophie. Dans un premier temps, la connaissance des lettres de l'alphabet suppose que l'élève distingue des lettres des signes visuels conventionnels, qu'il distingue également les lettres des chiffres. Alors on va faire des chasses aux écrits dans l'école, dans la rue, pour clarifier quels sont évidemment les signes de l'écrit et identifier visuellement les lettres. Mais connaître une lettre, c'est aussi savoir la tracer. Et les recherches ont montré que tracer les lettres permettent à l'enfant de mieux les mémoriser, contrairement d'ailleurs au fait de les taper sur un clavier.
Je développerai cet enseignement dans la deuxième partie sur l'écriture cursive. Connaître le son des lettres donc peut s'acquérir par un apprentissage implicite, c'est-à-dire que l'enfant repère par lui-même certaines régularités entre le nom de la lettre et le son qu'elle transcrit, ou par un apprentissage explicite. Donc l'enseignant souligne systématiquement le lien entre le nom de la lettre et le son qu'elle produit, alors, en particulier à l'aide d'images, par exemple comme A, comme dans avion. Dès lors, on comprend l'intérêt d'enseigner conjointement le nom de la lettre et le son qu'elle produit. Car si cela ne permet pas de connaître les relations graphème-phonème dans leur totalité, qui est l'affaire bien évidemment du cours préparatoire, eh bien cela constitue un premier pas vers l'accès à la représentation phonémique qui est portée par la lettre, à savoir que dans le nom de la lettre, eh bien, il y a la présence du phonème correspondant. Donc l'accès au phonème pour les voyelles est facilité, puisque le nom de la lettre est identique au phonème, sauf pour Y, et qu'il peut être également produit de façon isolée. C'est-à-dire quand je nomme la lettre A, eh bien on entend A, et je peux prononcer le phonème donc de manière isolée. Pour les consonnes, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'on entend le phonème soit en position initiale ou soit en position finale. Par exemple, quand je dis P, eh bien on entend P au début. Donc là, le phonème est en position initiale. Par contre, quand je dis L, eh bien on entend L à la fin. Et là, le phonème L est en position finale. Donc, je vous rappelle qu'une consonne doit être combinée avec une voyelle pour pouvoir la prononcer. Donc, concernant les consonnes, eh bien, on s'attachera de manière très explicite à enseigner le nom de la lettre et le son qu'elle produit, en marquant nettement la différence entre nommer une lettre et la faire sonner. Et pour prononcer les consonnes qu'on appelle fricatives ou liquides, c'est-à-dire qui se prolongent, on combinera plutôt avec une voyelle avant, comme AF, AL, et pour les consonnes explosives, comme le P, le D, le B, on mettra plutôt une voyelle après, comme PA, DA, BA. Donc les enfants aborderont l'apprentissage des lettres par graphies successives, afin de faire correspondre évidemment les différentes graphies. Je reviendrai d'ailleurs sur cet apprentissage lorsque j'évoquerai la différenciation. Vous savez que la connaissance des lettres implique que l'enfant apprenne le nom, le tracé et le son de la lettre. Et non pas donc de manière successive, mais dans une modalité d'aller-retour pour construire ces réseaux cérébraux entre les différentes représentations de la lettre. Et toutes les activités proposées permettront donc à chaque fois de lier ces représentations de la lettre. Alors je vais maintenant développer les conditions de la réussite de cet apprentissage. Donc j'illustrerai mon propos par quelques activités, mais vous pourrez trouver sur la lettre maternelle, corrélée à cette intervention, une multitude d'autres activités. Alors, une automatisation de la connaissance des lettres, c'est ce que nous visons dans cet apprentissage. Ce que l'on veut, c'est que l'enfant soit en capacité de nommer et de bruiter la lettre dès qu'il la voit, et pas au bout de 6 secondes. Les activités doivent être courtes, structurées, régulières, variées, progressives, adaptées aux capacités des enfants pour stabiliser en fait cet apprentissage. Alors cet apprentissage, il débute en petite section avec un temps plus fort en grande section inscrit à l'emploi du temps. Vous allez également proposer des activités où les enfants seront en réception ou en production. C'est-à-dire, j'entends le nom, j'entends le son de la lettre, ou je dis le nom,
où je dis le son de la lettre. Vous allez proposer également des activités de mémorisation. Alors, comme le jeu, évidemment, de cette famille, comme le jeu de memory, des activités de catégorisation, c'est-à-dire il s'agit là, par exemple, de demander aux élèves de classer les prénoms librement et de donner évidemment le critère de classement qu'ils ont retenu. Donc par exemple, on a mis ensemble les prénoms qui commencent par telle lettre, ou on a mis ensemble les prénoms qui ont des lettres A, etc. Des activités également de phonémisation, c'est-à-dire que le matin à l'accueil, par exemple, on va s'amuser à phonémiser les prénoms, d'abord le sien, puis ceux des autres. Et puis également des activités d'écriture, donc d'essais d'écriture, de copie, des activités donc qui permettront de mobiliser cette fois toutes les connaissances que les enfants ont des lettres, tout en continuant à les renforcer dans une situation authentique d'écriture. Pour qu'il y ait apprentissage, eh bien, ces activités sont accompagnées de verbalisation. C'est-à-dire que les activités de reconstitution de mots, avec des lettres que l'on voit beaucoup à l'école maternelle, doivent être accompagnées d'une verbalisation du nom des lettres pour qu'elles servent réellement la connaissance des lettres. Alors les prénoms peuvent être le support premier. J'attire néanmoins votre attention sur les prénoms d'origine étrangère pour lesquels il va falloir expliquer que certaines lettres n'ont pas le même phonème en langue française. Exemple, Gênes, eh bien avec le A qui se prononce est, alors que évidemment dans notre langue française, quand on voit A, il se prononce A. Alors tout cela doit être très explicite, donc c'est justement l'occasion finalement de rendre visible ce qui peut être un obstacle dans la compréhension des correspondances orales écrites pour les enfants. Les activités que vous allez proposer doivent conduire les enfants à s'entraîner, à mémoriser et se remémorer pour parvenir à l'automatisation, c'est-à-dire, je le rappelle, la capacité d'un élève de nommer, bruiter dès qu'il voit la lettre et plus tard, bien sûr, la tracer. Donc, le jeu permet de conjuguer au mieux toutes ces modalités d'apprentissage et également d'apprendre à plusieurs. Donc, il est clairement à privilégier comme modalité. Vous voyez là un exemple de jeu qui est le jeu de l'ophtalmo. Faire jouer le rôle du patient, dont l'ophtalmologiste teste la vue, en demandant en fait à l'enfant de nommer les lettres ou de les bruiter au fur et à mesure que l'ophtalmologiste les pointe sur l'alphabet. Alors le travail en petits groupes est privilégié pour pouvoir accorder une attention toute particulière aux productions de chaque élève et évidemment assurer un étayage adapté aux besoins de chacun d'entre eux. Toutes les situations de jeu seront d'abord encadrées par l'enseignant, c'est-à-dire qu'il s'assure que la règle est bien acquise afin que les enfants puissent poursuivre ensuite en autonomie les jours suivants et ainsi durant plusieurs semaines. Les enfants pourront donc s'entraîner avec le même jeu durant un temps long qui est indispensable pour que les enfants automatisent cette connaissance des lettres de manière isolée. Des variables pourront être proposées par vous, enseignants, qui continueront à la fois de susciter chez les enfants de l'intérêt pour l'activité proposée et de les faire évidemment progresser. Donc si je reprends le jeu de l'ophtalmologiste, l'enseignant là que vous êtes va proposer des planches différentes avec des lettres de taille et de typographie différentes et puis dans un ordre évidemment qui varie. Autre jeu, le jeu de la marchande des lettres. Donc là les enfants sont par deux, un des deux enfants doit écrire un mot et pour cela, il va acheter chez le marchand les lettres dont il a besoin. Donc le marchand est joué par un autre enfant
Dans un premier temps, il peut être joué par le maître ou la maîtresse. Donc, dès la petite section, bien, on va plutôt jouer avec les lettres du prénom. Et puis, dans les variables que l'on peut proposer, c'est donc de ne pas nommer la lettre, mais de donner le son au marchand qui doit la retrouver parmi celles dont il dispose. Et puis, les deux enfants ont des lettres, alors soit en capitale d'imprimerie, il y en a un qui est en capitale d'imprimerie, et puis l'autre enfant, donc le marchand, a des lettres en script, par exemple, etc. De nombreuses études montrent qu'une exploration haptique des lex, c'est-à-dire en ce qui concerne donc le sens du toucher, et d'ailleurs une exploration motrice, donc accompagnée d'exercices phonologiques, eh bien contribue à un meilleur apprentissage des lettres. Donc ces résultats plaident en faveur d'une approche multisensorielle pour aider les enfants à apprendre les lettres et par le toucher, eh bien l'enfant s'exerce également à décrire et nommer les lettres en recourant en fait à sa mémoire kinesthésique. Donc tous les jeux de Kim reposent sur cette approche sensorielle. Donc par exemple, dans une boîte sont dissimulées des lettres en relief. Donc l'enfant introduit évidemment dans les trous et doit à l'aveugle essayer de reconnaître la lettre qu'il tient en main. Il s'exprime sur ses caractéristiques, et la sort pour vérifier son hypothèse. Alors le nombre de lettres peut varier en fonction de l'habilité de l'élève, c'est-à-dire quand la connaissance des lettres s'affine, il est possible de proposer l'exercice du coup en mêlant des lettres et du coup qui se ressemblent. Vous voyez, comme le P, le D, vous voyez, le B, etc. Pour proposer des activités à chacun, il convient d'observer ce que chaque enfant connaît précisément des lettres. Pour les enfants qui n'ont pas de connaissances sur la lettre, eh bien vous allez travailler sur le concept de lettre à travers l'identification, la catégorisation d'écrits qui les entourent. Donc je reprends par exemple, en petite section, vous allez pouvoir réaliser ces chasses aux lettres, repérées d'abord dans la classe, puis dans l'école, puis dans la rue. Vous allez prendre des photos pour procéder ensuite, évidemment, de retour en classe à des activités de dénomination, de classement, etc. Si les enfants connaissent des lettres en majuscules d'imprimerie, là, vous viserez la généralisation de la connaissance automatisée de cet alphabet, que les enfants, finalement, découvrent rapidement, puisque c'est celui qu'ils utilisent, en fait, dès leurs premiers écrits. Donc, les enfants vont apprendre successivement la connaissance de l'alphabet majuscule d'imprimerie, puis en script, afin de réaliser des correspondances, et on le fait successivement pour ne pas produire de la difficulté. Donc, si les enfants ont connaissance cette fois des lettres script, eh bien on va passer à la généralisation de l'alphabet, puis à la connaissance de l'alphabet cursif. Et enfin, aux correspondances avec donc les différents alphabets. Des premiers supports peuvent être les lettres les plus fréquentes dans la classe. On revient au prénom, à la date, mais tout en étendant, bien évidemment, à toutes les lettres de l'alphabet. Et je vous laisse maintenant découvrir donc toutes les autres pistes qui sont développées dans la lettre maternelle 78, intitulée « De la connaissance des lettres à l'écriture cursive ».